Et l'invité de France Info ce matin est Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière. Jean-Michel Apathy. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. Une négociation a débuté hier au ministère du Travail avec les syndicats des salariés, les représentants du patronat. Une négociation qui concerne l'assurance chômage. Alors c'est sur certains aspects techniques, sur d'autres plus politiques. Le président de la République Emmanuel Macron, quand il était candidat, avait indiqué qu'il souhaitait élargir les allocations chômage aux travailleurs indépendants. On l'écoute pendant sa campagne. Si vous êtes commerçant, agriculteur, entrepreneur, artisan, indépendant, vous n'avez pas cette garantie. Donc notre système, il est injuste. Donc ce que je propose, c'est de faire du chômage une assurance universelle. Ce qui veut dire que tout le monde aura droit au chômage. Tout le monde. Alors le message était passé et du coup, parmi le tout le monde, il y en a qui attendent avec impatience. Si vraiment on a un accident de la vie, on est coincé, on est obligé de rebosser tout de suite ou on est sérieusement touché financièrement. C'est un vrai plus pour les commerçants, artisans, dans la mesure où il y a une certaine sécurité en cas de coup dur, même s'il faut cotiser plus, j'ai en contrepartie une certaine assurance derrière. Voilà, alors il y a beaucoup de questions qui seront regardées pendant cette négociation, mais notamment celle-là, la capacité d'étendre les allocations chômage à ceux qui aujourd'hui n'y ont pas forcément droit. Votre syndicat y est favorable, Jean-Claude Mailly ? On n'est pas opposé à ce qu'il y ait une couverture chômage pour les indépendants. Ce qu'on explique, c'est qu'il faut que ce soit géré, même si c'est Pôle emploi qui gère tout, de manière un peu séparée vis-à-vis des salariés. Donc ça veut dire comment on finance, quels sont les critères pour y avoir accès. Vous savez qu'il y a certaines professions indépendantes qui ne souhaitent pas avoir de couverture chômage. Il y en a d'autres qui sont déjà assurées par un autre système. Donc, comme toujours, le président, pendant la campagne, quand il était candidat, il a, comme je dis, des têtes de gondole. Après, il faut remplir les rayons. Donc là, il veut effectivement qu'il y ait une couverture pour les indépendants. Maintenant, c'est pas encore calibré complètement. J'ai voulu commencer par là parce que, du coup, on est dans une situation de chômage important depuis des années. L'Unédic est en déficit, il y a une dette importante et on va encore étendre la garantie à des nouvelles personnes et on se dit mais qui va payer ? Tout ça n'est pas très réaliste, oui c'est ça. Écoutez, on va voir, puisque a priori ils veulent aussi, vous savez, diminuer la cotisation salariale des salariés à l'assurance chômage, la remplacer par une CSG, qui est un impôt, une contribution, qui devrait rapporter plus que la cotisation salariale en tant que telle. Ça pose d'ailleurs deux problèmes. Comment on gère le système derrière ? Ça fera partie de l'objet des discussions. Oui. Et est-ce que c'est la CSG qui va financer une partie, en tous les cas, de la couverture des indépendants ? Tout ça, c'est pas réglé, mais il y a aussi le problème de tous les salariés des plateformes. Nous demandons par exemple que... Des plateformes ? Genre Uber, Deliveroo. Nous demandons par exemple que ceux-ci puissent cotiser et que les plateformes cotisent également, comme une forme de cotisation patronale. Donc tout ça, c'est sur la table des discussions. Première réunion hier, une deuxième, je crois, la semaine prochaine, pour voir si... Le gouvernement va aller très vite, il veut que fin janvier tout soit terminé, mais pour voir si sur le périmètre de la négociation concernant l'Unédic, vous accepterez, si les syndicats accepteront de négocier pour Force ouvrière, ça ne fait pas de problème. On ne refuse jamais la négociation. Puis je rappelle quand même que l'assurance chômage, c'est l'objet depuis 1958 de négociations régulières entre les syndicats et le patronat. Je ne vois pas comment quelqu'un, sur le plan patronal ou syndical, refuserait la négociation. Et parce qu'il y a les indépendants, il y a les démissionnaires, il y a la question du bonus-malus, il y a beaucoup de choses sur la table. Bonus-malus, il paraît qu'hier, personne... Alors bonus-malus, pour expliquer rapidement, les entreprises qui recourent de manière systématique ou importante à des contrats courts subiraient en malus et d'autres qui n'y recourraient pas auraient des bonus, c'est-à-dire paieraient moins de cotisations. Il paraît qu'hier, ça n'a pas du tout été évoqué. C'était pas évoqué comme ça. C'était une promesse ou un engagement, un projet d'Emmanuel Macron. Et les gens disent peut-être que c'est tellement compliqué. Écoutez, le président de la République peut difficilement avoir la promesse sélective quand même. Il s'est engagé à ce qu'il y ait une couverture des indépendants. Apparemment, il y en aura une, on ne sait pas encore trop comment, mais je ne vois pas comment il ne pourrait pas y avoir de bonus-malus. Alors, il nous renvoie à la négociation. On va négocier avec le patronat sur ces questions là, mais ils ont déjà dit que si on n'aboutissait pas sur cette question-là, il y aurait un système qu'ils mettraient en place. Alors, on ne sait pas encore lequel. L'idée derrière ça, il faut bien comprendre que la plus grande partie des prestations d'assurance chômage sont dues à la fin de contrats précaires. Et qu'il y a beaucoup, c'est depuis 10 ans, une multiplication des contrats précaires de très courte durée. Donc, les entreprises vertueuses, celles qui recourent moins aux contrats précaires que la moyenne de leur secteur, y gagneraient financièrement et les autres auraient un malus. Donc, c'est une mesure que vous soutenez ? Ah oui, bien sûr. Si elle est mise sur la table... Ah oui, mais ça fait 10 ans qu'on demande ça, nous. Ouais.
Mais là, moi, j'ai lu dans la presse ce matin que ça n'avait pas été évoqué. Ça n'a pas été évoqué parce que peut-être il y aurait un accord en douce avec le patronat pour ne pas l'évoquer. Ouais, mais enfin, attendez, moi je Vous y suis croyez pas, prudent. ça Peut-être si que le patronat soit monté au créneau, Non, ça mais j'en suis persuadé. Que le gouvernement ait fait un petit marché avec le patronat dans votre dos, vous y croyez pas? Ah ben, ce serait de mauvais augure pour la suite des opérations. Hein. À partir du moment où il y a un engagement qui a été fait sur le bonus-malus, il faut qu'il y ait un système de bonus-malus à la fin, c'est évident. Bon, aujourd'hui, l'UNEDIC est géré de manière paritaire. Ce mot veut dire, vous l'évoquiez tout à l'heure, que ce sont les syndicats de salariés et les représentants patronaux qui gèrent l'UNEDIC. Puisqu'Emmanuel Macron, dites-vous, ne doit pas avoir les promesses sélectives, on va se souvenir de cette promesse d'Emmanuel Macron concernant le paritarisme. Aujourd'hui, il n'est plus logique que face à un risque aussi largement répandu que le chômage, notre système repose sur un mécanisme d'assurance totalement indépendant. Ce que je crois, c'est que l'État, plus que les partenaires sociaux, devrait en être le garant. Voilà, donc que l'État en soit le garant, c'est-à-dire qu'en fait, on siffle la fin du paritarisme. Je crois que depuis, il a dû travailler un peu plus le dossier parce que ce n'est pas un système totalement indépendant. Je rappelle que la seule responsabilité des organisations patronales et syndicales, c'est de négocier la convention d'assurance chômage. Mais c'est déjà une délégation de l'État. C'est l'État qui nous demande, dans le Code du travail, de négocier. Et si on n'arrivait pas à avoir un accord, par exemple, c'est l'État qui reprend la main. Oui. Donc il y a déjà un rôle de l'État. Oui, mais visiblement, il voulait changer quelque chose. Il a abandonné le projet de le changer. Je pense qu'il a compris que ce n'était pas complètement indépendant. L'assurance chômage. Il avait dit une bêtise là alors. Il ne peut pas tout savoir, hein, comme tout le monde. Hein. Ah bon, voilà, c'est tout. Vous lui en avez reparlé depuis qu'il est président? Oui, on en a reparlé, mais en tous les cas... Le projet est abandonné? Le projet d'étatisation, selon moi, n'est plus sur la table. Alors, bon, il y a un jeu comme dans toutes les négociations. Il veut d'abord régler les autres problèmes, mais à la fin, il dit on verra ce que donnera la gouvernance. Bon, mais il vous a dit il n'y aura pas d'étatisation. Est-ce que Emmanuel Macron vous a donné des garanties là-dessus? Les discussions avec lui, c'est qu'il dit oui, il faut que les interlocuteurs sociaux soient dans le coup, d'une manière ou d'une autre. Donc ça veut dire qu'on sera encore dans le système. Et deuxième engagement sur lequel on sera très vigilant également, c'est qu'il n'y ait pas de réduction sur les droits des chômeurs en termes de durée d'indemnisation et de prestations. Que la convention que nous avons signée l'année dernière continuera à s'appliquer. Vous restez avec nous, Jean-Claude Mailly, il est 8h40, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Licencié pour une barbe trop longue après les attentats du 13 novembre 2005. C'est ce qui est arrivé à 4 agents de sûreté de l'aéroport d'Orly de confession musulmane. Ils réclament 50 000 € d'indemnité, notamment pour discrimination religieuse. Le Conseil des prud'hommes de Bobigny doit se prononcer en début d'après-midi. Fièvre, courbature, fatigue intense, ce sont les symptômes de la grippe et le seuil épidémique a été atteint en Île-de-France. 8 autres régions sont en alerte. Seul le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes sont encore relativement épargnés. Le Brexit au menu d'un sommet européen jusqu'à demain à Bruxelles. Les dirigeants de l'UE réunis pour valider la première partie de l'accord négocié avec le Royaume-Uni avant d'ouvrir la deuxième phase des discussions sur les relations commerciales. Et le texte final devra finalement être ratifié par le Parlement britannique. C'est un revers pour Theresa May. La revanche du PSG hier soir à Strasbourg, 2 semaines après sa première défaite de la saison. Le club parisien était de retour à la Méno et s'est imposé 4-2. Il a décroché du même coup son ticket pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Autres qualifiés, Rennes, Montpellier, Nice et Amiens. France Info. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. La réforme du Code du travail est maintenant entrée en vigueur. On ne va pas faire un bilan, ce serait un peu bête, c'est trop tôt. C'est trop tôt, oui. Il y a des évolutions quand même que vous notez déjà ou pas? Oui, il y a eu, vous savez, il y a ce qu'on appelle une 6e ordonnance, une ordonnance Balai qui rectifie certaines imprécisions. Oui, on a encore fait bouger les choses. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'elle rectifie, l'ordonnance Balai? Je vous donne un exemple. Je ne connaissais pas le terme d'ordonnance Balai. Mais bon, voilà. Oui, c'était pas prévu au départ, c'est qu'il y a eu des coquilles, et puis c'est l'occasion de pouvoir rectifier. Enfin, il y a encore un débat au Sénat au mois de janvier. Hein, c'est voté qu'à l'Assemblée nationale pour le moment. Mais par exemple, quand on a signé un accord de branche, et qu'on peut le modifier dans l'entreprise. Pour le modifier par un accord d'entreprise, il faut non seulement que ce soit un accord signé par des syndicats représentant au moins 50%, mais il y avait une notion un peu floue en disant avec des garanties au moins équivalentes pour les salariés. Et donc, on a obtenu que ce soit point par point et non pas un global. Donc, c'est un progrès. Donc, il y a des choses qui vont encore bouger, je pense, d'ici la ratification complète. Donc, l'ordonnance Balai n'a pas fini de balayer. Voilà. D'accord. Le Figaro expliquait la semaine dernière, c'est ce que le Figaro a noté, je ne sais pas si vous le constatez, que
pour contourner le plafonnement des indemnités au prud'homme, beaucoup d'avocats qui conseillent les salariés tentent d'orienter la séparation vers la discrimination ou le harcèlement moral. On contourne l'ordonnance et l'esprit de l'ordonnance. Ça fait un moment que j'explique ça. Ça ne vous surprend pas? Non, ça ne me surprend pas. Et vous verrez que d'ici 2 ans ou 3 ans, je ne sais pas, les employeurs se plaindront du système. Puisqu'il y a des cas, c'est obligatoire, des cas de dérogation possibles au plafond. Et on est là sur les licenciements dits abusifs. Le cas de discrimination, les cas de harcèlement et le cas de non-respect des libertés fondamentales. Donc il y a une tendance, pour éviter d'être soumis au plafond, d'aller sur ces dossiers-là qui sont beaucoup plus difficiles, y compris pour les employeurs, en cas de conflit. Donc oui, mais je ne suis pas surpris de ce constat. Donc l'objectif recherché par le gouvernement ne sera pas atteint. C'est-à-dire plafonner les indemnités prud'homales pour donner une forme de sécurité et de visibilité aux entreprises. Si, je pense que ça peut avoir, je ne sais pas, on verra, on mesurera ça au fil du temps, mais ça peut, il y aura des plafonds qui s'appliqueront, c'est évident. Ça peut déverrouiller psychologiquement peut-être des chefs d'entreprise, de petites entreprises, ça c'est possible, on verra dans les... Déverrouiller, qu'est-ce que vous voulez dire? Ceux qui pensent qu'ils ne veulent pas recruter parce que ça risque de leur coûter trop cher, même si c'est une erreur. Mais bon, psychologiquement, certains employeurs le pensent, donc peut-être que ça les rassure, on verra. Mais il y a un système d'évaluation de la loi qui a été mis en place avec une commission qui travaille régulièrement. On a demandé d'ailleurs que ce soit une évaluation permanente, parce que ce serait quand même pas mal sur cette question, comme sur d'autres d'ailleurs, que quand il y a une loi, elle soit évaluée rapidement et de manière régulière, et si ça ne fonctionne pas, de pouvoir changer les choses. Et donc ça pourrait être une bonne loi, une bonne démarche au fond? Non, ça je vais pas jusque-là, parce qu'il y a des points, vous savez, l'un des points les plus difficiles en ce moment... Si on corrige, d'accord, je vous laisse, si on corrige les détails et puis si on évalue ce qui ne va pas, ça peut être finalement une bonne manière de procéder pour faire évoluer le code du travail. Je pense que d'une manière, pas seulement le code du travail, je pense que de manière systématique, on doit avoir un vrai travail d'évaluation sur toutes les lois. Parce que là, on sédimente l'une après l'autre et on ne révise jamais les choses. Mais le plus dur en ce moment, c'est sur ce qu'on appelle la fusion des institutions représentatives du personnel, entre délégués du personnel, comité d'entreprise, CHSCT. Et ça, c'est pas aussi évident que ça à faire. Et là aussi, vous verrez que certains employeurs commencent à s'inquiéter de la suppression du comité d'hygiène, sécurité des conditions de travail, ce qui risque de les rendre encore plus responsables en cas de problème. Ça, c'est pour les entreprises de plus de 50 salariés? Oui, plus de 50 salariés. Et là-dessus, les ordonnances ne sont pas encore totalement écrites? Si, elles sont écrites là-dessus. Les applications... Il y a encore des décrets à sortir, mais elles sont écrites, oui, tout à fait. Donc là-dessus... La suppression du CHSCT est une erreur, selon moi. D'accord. Et ça peut aboutir... on attend que la loi sera publiée au journal officiel, et sur cette question-là, on a dit qu'on attaquerait au Conseil constitutionnel. On se souvient du conflit, bien sûr, qui a existé lors de cette adoption. Certains vous ont reproché à vous, Jean-Claude Mailly, une attitude trop conciliatrice. Vous n'avez appelé finalement à manifester que lors de la dernière manifestation. Et celui qui a toujours un peu tout cela en travers de la gorge, c'est Jean-Luc Mélenchon. Il pointait la responsabilité des syndicats. Il ne vous cite pas Jean-Claude Mailly, mais il pense quand même à vous. C'était sur BFM il y a quelques jours. J'ai voulu interpeller les forces syndicales et associatives. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? La division syndicale nous a nui d'une manière terrible. Ensuite, non seulement il y avait la division syndicale, mais les syndicats d'un côté, les forces politiques de l'autre, notamment la nôtre quand même. Nous avons été capables de mettre plusieurs centaines, dizaines de milliers de gens dans la rue, et on est mis de côté. Vous voyez, la division syndicale, il n'a toujours pas digéré. Enfin, je ne veux pas donner des leçons à Jean-Luc Mélenchon, mais je ne pense pas que sur le plan politique, il pratique l'unité. Donc, chacun a son problème. Et écoutez, la séparation entre les forces syndicales et les forces politiques, ça s'appelle tout simplement l'indépendance syndicale. Mais vous n'avez aucun regret? Ah non, pas du tout. Écoutez, vous venez de nous dire qu'il y a quand même pas mal de choses qui posaient problème. Oui, il y a des choses. Vous n'auriez pas mieux fait de vous opposer à ces ordonnances? On est dans une période où, moi je vois bien, je me déplace régulièrement, les salariés, d'une manière générale, il y a de l'inquiétude, il peut y avoir de la colère froide, etc. Mais ils sont dans une période où on va voir ce que tout ça donne. Voilà. Donc, c'est ça la raison principale finalement pour laquelle vous n'avez pas voulu y aller? Parce que vous avez senti que le pays ne s'opposerait pas à ces réformes. On sort d'une élection présidentielle avec des engagements qui avaient été donnés. Et à partir du moment où on a accepté, quand je dis on, le président de la République, d'ailleurs c'est lui qui a pris la décision, d'accepter qu'il y ait une véritable discussion, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faudrait être con pour pas discuter, quoi. Voilà, donc on a fait bouger les lignes, ça fait partie de la pratique syndicale, tout simplement. Jean-Luc Mélenchon a évoqué, puisqu'on n'en parle plus, la possibilité de faire une grande manifestation sur les Champs-Élysées. Vous avez des échos, ça se discute quelque part? Il y a eu beaucoup de monde sur les Champs-Élysées il n'y a pas longtemps, mais c'était pas autre chose. Vous y étiez?
Non, non, j'ai été en déplacement en Outre-mer. Donc vous parlez évidemment de l'hommage populaire pour Johnny Hallyday. Un élément tend à renforcer votre analyse sur, au fond, c'était un engagement de campagne. Les sondeurs notent, ce ne sont que des sondages, mais évidemment on vit tous un peu avec et c'est quand même quelquefois porteur d'enseignement. Les sondeurs notent que, comme tous les présidents de la République, Emmanuel Macron a d'abord connu une baisse de popularité, mais à l'inverse des autres présidents de la République, il connaît une remontée d'opinion favorable. Et Brice Teinturier, le directeur général d'Ipsos, l'explique comme ça dans une vidéo que mettait en ligne hier le journal Le Monde. À partir du mois de septembre, Emmanuel Macron stabilise sa cote de popularité à 32% environ et depuis remonte, ce qu'on n'avait objectivement pas vu depuis extrêmement longtemps dans ce pays. D'abord parce que les Français ont le sentiment que ce président bouge, fait bouger le pays. Le deuxième levier qui est tout aussi important, c'est que ce qui se fait aujourd'hui est en adéquation, nous disent les Français, avec les engagements de campagne. Voilà, la musique est signée, elle est signée, en tout cas, c'est mis en musique par le monde. Donc, ce que dit Brice Teinturier est intéressant. Si aujourd'hui il retrouve du crédit auprès de l'opinion publique, c'est parce qu'il fait ce qu'il a dit pendant la campagne. Et ça a été un élément important dans votre appréciation des choses. À partir du moment où, première discussion que j'ai eue avec lui, il a dit « je ferai ». Ce que j'ai indiqué pendant la campagne, mais ça ne veut pas dire que tout est figé. C'était des engagements de campagne, mais il n'allait pas dans le détail. On l'a vu sur les ordonnances, on le voit sur l'assurance chômage. Il y a une vraie discussion. Puis on voit très bien que en Europe et hors d'Europe, en ce moment, il y a une forme de crise de la représentation politique. Il suffit de voir les élections dans les autres pays, ce que ça donne, en Allemagne, en Autriche, en Italie ou ailleurs. En termes de gouvernance, ça veut dire que, selon vous, Emmanuel Macron se débrouille pas trop mal ? Écoutez, pour le moment, si sa cote de popularité dans les sondages monte, il se débrouille pas aussi mal que ça, oui. C'est votre opinion personnelle qui m'intéresse. Oui, c'est mon opinion personnelle. Ça ne veut pas dire pour autant que... Moi, j'essaie d'être objectif, je regarde les choses. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord surtout avec lui, mais on a les débats, y compris sur les questions européennes, où les choses doivent effectivement évoluer. J'étais à Bruxelles hier, où on en parlait avec mes collègues européens, et les choses évoluent. Et la directive détachement, il a joué un rôle sur l'amélioration, il ne faut pas dire le contraire. Vous avez un dialogue permanent avec lui ? Permanent, non, mais il est joignable. Il est joignable. Oui, bien sûr. Et comment vous qualifieriez le dialogue que vous avez avec lui ? Assez cash, on se parle direct. Mais c'est bien. Assez productif ? Ça peut l'être, oui, on n'est pas d'accord sur tout, mais vous savez, sur les ordonnances, on l'a fait bouger également. Donc, on a des réponses quand on pose une question, c'est pas mal, c'est pas toujours le cas. C'est pas mal en termes de gouvernement. Attendez, quand vous avez un interlocuteur, il vous dit oui, il vous dit non, mais il bouge. Donc, ça vous change ? Ça change un peu, oui. C'était pas comme ça avant. Non, avant, c'était ni oui ni non. Vous n'allez pas vous faire des copains en disant du bien d'Emmanuel Macron ? Mais écoutez, moi je dis ce que je pense. Après, ça plaît ou ça plaît pas, je suis pas là pour plaire. 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Opération communication de Matignon, une partie du gouvernement d'Édouard Philippe délocalisée jusqu'à demain à Cahors dans le Lot. Deuxième conférence des territoires de l'ère Macron pour tenter de renouer avec les élus locaux, toujours inquiets face au gel des dotations de l'État. L'événement est d'ailleurs boudé par François Baroin, le représentant des maires de France. La Cour de justice de la République saisie après les révélations du Canard enchaîné sur Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux jusqu'en mai dernier. Il aurait transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant, une possible violation du secret professionnel. Gemalto rejette l'offre de rachat d'Atos, une offre sous-évaluée selon le leader de la carte à puce. Atos maintient quand même son projet. Le groupe informatique est prêt à mettre 4,3 milliards d'euros sur la table pour créer un leader mondial de la cybersécurité. Des routes et des caves inondées dans le Pas-de-Calais, 60 cm d'eau dans les rues de Lisbourg notamment. Les pompiers sont intervenus plus d'une centaine de fois hier soir. Le département est en vigilance orange aux crues, alerte au vent levé en revanche en Alsace et 5000 foyers encore privés de courant, ça c'est en Lorraine. France Info. Jean-Claude Mailly, secrétaire général de Force ouvrière et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Un débat est monté et puis on a tout de suite essayé de l'éteindre. Il concerne le SMIC. Faut-il continuer à indexer le SMIC comme il l'est pour partie sur l'évolution du pouvoir d'achat? Un rapport de la Commission nationale de la négociation collective rattachée à Matignon préconisait que peut-être il fallait cesser de faire ce type d'indexation et, sentant que l'incendie pouvait prendre, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a essayé de l'éteindre mardi sur France Inter. Il n'est pas question de mettre fin à l'indexation du SMIC. Je vais être très clair là-dessus. Le SMIC, c'est ce qui permet de garantir un minimum de revenus décents pour vivre dans notre pays.
En fait, quand un homme politique dit « je vais être très clair là-dessus », c'est qu'il n'a pas très envie de l'être. Donc la réponse a une part d'ambiguïté parce que le SMIC est indexé à la fois sur les salaires moyens et sur l'inflation. Donc tout le monde est d'accord pour garder l'indexation sur l'inflation et c'est l'indexation sur les salaires moyens qui est en question. Quelle est votre opinion Non, écoutez, ce serait jouer avec le feu que de remettre en cause cette double indexation. Je rappelle que beaucoup de salariés sont concernés par le SMIC, qu'on ne peut pas d'un côté, du côté gouvernemental, dire il faut qu'on aille plus vite sur l'égalité professionnelle homme-femme, quand on sait par exemple que la majorité des salariés à temps partiel sont des femmes qui sont payées au SMIC. Donc, ça va générer des inégalités. En fait, c'est simplement une question de coût pour le gouvernement. Comme les gouvernements successifs ont exonéré de cotisations sociales les salariés payés au SMIC, plus le SMIC augmente, plus ça coûte cher au budget de l'État. Mais c'est ce système-là qu'il faut peut-être revoir. Mais non, ça, vous savez, mon prédécesseur disait il y a 3 dossiers explosifs. Il y a la laïcité, même si ce n'est pas syndical, il y a la sécurité sociale quand on remet en cause les droits et le SMIC. Donc j'appelle le gouvernement à la prudence. Je sais que le dossier n'est pas complètement réglé et Bruno Le Maire a laissé... Il n'est pas réglé tout à fait. Selon moi, il n'est pas réglé parce que Bruno Le Maire, on n'abandonnera pas toute indexation du SMIC. Ça veut dire quoi toute indexation? On garde l'indexation sur l'inflation, mais on garderait peut-être pas l'autre. Donc moi je les appelle vraiment à la prudence. Vous avez fait passer le message? Ah oui, j'ai fait passer le message. Bon alors c'est pas réglé. Parce que vous disiez que qui était joignable, Emmanuel Macron. Je n'ai pas eu le président de la République là-dessus, mais on va continuer à mettre la pression sur ce dossier. Oui. Attention danger. Attention danger sur le SMIC. Oui, puis ça va pénaliser une bonne partie des salariés. Puis ça sert pour les revalorisations des minima sociaux. Enfin, il y a plein de choses derrière ça. L'argument des experts de la Commission nationale de la négociation collective. C'est pas la Commission nationale, c'est un groupe d'experts auprès qui a été créé spécialement sur le SMIC. Mais le problème de ce groupe, la Commission nationale, mais c'est pas grave. Non, mais leur argument est le SMIC monte un peu trop vite, il écrase l'échelle des salaires, il ne permet pas à ceux qui sont mal formés d'entrer sur le marché du travail, et donc c'est quand même un problème. Est-ce que cet argument est à balayer d'un revers de main? C'est pas un argument nouveau d'une part, et puis moi, dès le départ, quand ils ont mis en place ce comité d'experts, ça s'appelle un comité d'experts, ils l'ont changé récemment, la composition n'est pas bonne. On a mis essentiellement des économistes de caractère libéral. Avant, c'était beaucoup plus transversal. Il y avait plusieurs opinions qui étaient émises. Il y avait des sociologues dans le groupe. Là, on a mis des libéraux. Donc, il ne faut pas s'étonner de leurs préconisations. Mais le gouvernement aurait tort de les suivre. Dans l'actualité, on apprend hier que la SNCF a supprimé 2000 emplois. Oui. Écoutez, oui, j'ai pas eu le temps de... C'est une entreprise qui ne va pas bien ? C'est une entreprise qui a quelques problèmes, oui. Vous savez, quand on a commencé à séparer, il y a quelques années, pour des raisons de directives européennes, les réseaux et l'entreprise en tant que telle, on voit ce que ça donne aujourd'hui. Il ne faudrait pas d'ailleurs que ça serve... On l'a pas fait pour des raisons que de directives européennes. Non, aussi de directives européennes. La gestion de la dette et présenter un meilleur bilan pour la SNCF, c'est aussi une motivation. Oui, mais ça rentre aussi dans le cadre des 3%. Tout n'est pas de la faute de l'Europe. Non, moi je ne dis jamais ça. L'Europe, ce n'est pas la Commission, c'est les gouvernements. Ça, je ne l'oublie pas, c'est les gouvernements qui décident au niveau européen. Regardez, il y a un rapport de la Cour des comptes qui sort sur les partenariats publics-privés en disant que ça coûte cher, c'est ce qu'on expliquait depuis quelques années. Il ne faudrait pas que la séparation comme ça des infrastructures ou autres se généralise. J'entends dire ici ou là que ça pourrait être la même chose à l'aéroport de Paris. Il faut arrêter les bêtises, quoi. Je vais vous parler de la SNCF parce qu'une négociation va s'ouvrir et ça n'ouvre surtout, mais sur les retraites. Et la question va revenir inévitablement. Les régimes spéciaux de la SNCF concernant les retraites, est-ce qu'il faut y mettre un terme ou pas? Une chose à la fois, comme disent les Anglais, step by step. Parce que là, on est sur la formation professionnelle, l'apprentissage, l'assurance chômage. On a eu un premier contact avec M. Delevoye, c'est lui qui pilote le dossier. On n'en est pas là, ce sera 2018-2019. C'est 2018? Oui, ça va vite. Vous savez qu'on est le 14 décembre. Oui, je sais qu'on est le 14 décembre 2017. 2018-2019, Jean-Michel Apathy. Donc c'est pas fini. C'est pas fini. Les régimes spéciaux de retraite à la SNCF. Mais c'est déjà évolué. C'est un arc. Oui, mais on peut partir à 52 ans ou à 55 ans, selon qu'on soit roulant. C'est en train d'évoluer. Les réformes font que le gap, on ne passe pas d'un système à un autre rapidement, mais c'est déjà dans les tuyaux, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est dans les tuyaux? Les réformes précédentes font que l'âge recule aussi, y compris pour les cheminots. Mais il est quand même très dérogatoire encore. Il y a encore... oui, mais attendez, les gens se sont battus à un moment donné. Pourquoi voulez-vous qu'ils soient contents quand on retire des droits? Est-ce que vous dites, comme pour le SMIC, qu'il ne faut pas y toucher? Écoutez, pour le moment, on n'est pas rentré dans ce dossier. Moi, je dis une chose à la fois. Donc, on verra le dossier retraite en son temps. On en reparle en 2018.
Oui, 2018. Non, on se voit dans 15 jours alors. Ouais, non, c'est un peu plus long que ça, parce que c'est prévu pour se terminer en 2019. Donc, ce ne sera pas un dossier facile, c'est évident. Une chose à la fois. Vous avez trouvé la formule pour terminer l'émission. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly. Bonne journée. Merci à vous.